Salut Laurent, ravi de t'accueillir cette fois-ci dans l'autre sens, parce que l'année dernière, c'est toi qui m'avais accueilli chez toi. Comment vas-tu? Très bien avec ce beau temps. Avec ce beau temps, oui, qui revient, ça fait plaisir. Pour commencer, est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Laurent Morisseau, je suis coach agile depuis 2008 au sein de Morisseau Consulting. Donc avant j'étais développeur et encore avant j'étais architecte naval. Donc j'ai fait quelques changements dans ma carrière. J'ai commencé justement en tant que développeur avec de l'extreme programming et puis après je suis passé Scrum Master. Et quand je suis passé indépendant, j'ai été confronté à des contextes un petit peu difficiles où Scrum ne fonctionnait pas. Et donc c'est là où je me suis jeté dans le grand bain du Kanban, alors que le nom n'existait pas encore vraiment comme ça. C'était l'époque de Corey Ladas avec son essai Scrumban et puis Donald Renestern avec les Product Development Flow. Et donc j'ai tâtonné et j'ai progressé ensuite en suivant l'évolution de Kanban. Donc ça me permettait d'avoir un regard très opérationnel, d'essayer d'aligner toutes les équipes sur des chaînes de valeur. Et puis après, j'ai essayé comment dire, d'essayer d'avoir un levier de transformation sur toute l'organisation. Et j'ai continué de me spécialiser dans les OKR. Et voilà, donc pour finir aujourd'hui à de l'agilité organisationnelle. Bah super, un parcours super riche et divers. Je ne savais pas que tu avais été dans les bateaux, mais ça c'est une autre discussion que qu'on aura probablement à l'avenir. J'ai fait de la Donc, course au large aussi, tu as fait la course au large. Non mais encore en plein de choses encore à solitaire. discuter. Mais c'est une autre vie. Ouais. C'est une autre vie, mais c'est une autre conversation qu'on aura probablement un jour. L'objet de notre échange aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de temps, tu as sorti une nouvelle version de ton livre sur Kanban. Et justement, bah, j'aimerais en savoir plus sur le sujet. Donc, le titre du livre, c'est donc Kanban, l'approche en flux pour l'entreprise agile. Donc, c'est la deuxième version du livre. Et avant de rentrer sur justement quelles sont les différences avec la première version, j'avais cette curiosité de savoir d'où était venue l'idée d'écrire la première version déjà du livre, parce que tu avais déjà écrit un livre qui aujourd'hui tu es déjà un livre de référence pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui t'avait amené à écrire ce deuxième livre? Alors donc effectivement, le premier livre, c'était Kanban pour l'IT. Il y a eu deux éditions de ce livre. Et l'idée générale, la progression, c'est que la première édition, je l'avais écrit pour ceux qui connaissaient, les early adopters, ceux qui l'utilisaient déjà. Et c'était un livre un petit peu pointu, on va dire d'expert à expert. La deuxième édition, j'ai essayé déjà d'adoucir un peu le trait pour qu'il soit plus facile à lire, plus accessible. Mais c'était toujours dans le domaine de l'IT. Et il était évident très tôt que le Kanban peut être utilisé, déployé dans d'autres parties de l'entreprise sans chercher à ce qu'il soit déployé partout dans l'entreprise, ça n'aurait pas de sens. À partir du moment où on se dit que Kanban, c'est une approche d'amélioration continue pour améliorer des processus ou des chaînes de valeur, on en trouve partout dans l'entreprise. Sauf que Kanban avait du mal à... Kanban pour l'IT, on a appelé ça Kanban pour l'IT. Enfin, oui, on a appelé ça, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, Kanban pour l'IT, pour se différencier de l'outil Kanban du Lean. Mais finalement, c'est une limite, parce que Kanban pour l'IT, c'est difficile de le mettre en place en dehors de l'IT. Effectivement. Mais pour autant, on avait le souhait. Et en fait, je me suis associé, donc c'était pour la troisième édition finalement du livre, je me suis associé avec Pablo Perno qui sait raconter les histoires. D'ailleurs, son dernier livre sur le petit manuel de pensée organisationnelle est un modèle du genre. Et donc, il sait raconter les histoires, il sait simplifier, voilà, c'est un vulgarisateur, tout en étant un expert du sujet. Et ça, c'est une compétence qui est assez rare que je n'ai pas. C'est pour ça qu'on a écrit ça à deux. Et le livre a tellement changé que c'est devenu un autre livre. Et notre souhait était d'ouvrir les portes de l'IT, d'ouvrir, pardon, les portes de l'entreprise pour évangéliser le Kanban. Et donc, pour ça qu'on l'a appelé l'approche en flux pour l'entreprise agile. Encore une fois, on a mis agile pour se différencier du Lean, hein, même si il y a des fondamentaux qui sont les mêmes, mais la mise en pratique est quand même très différente. Et donc, ce premier nouveau livre a bien marché.
mais il était écrit d'une manière particulière, c'est-à-dire que j'avais donné les clés du livre à Pablo, qui a pris des blocs de mon ancien livre, et qui a rajouté les siens, et ça donnait quelque chose d'intéressant, mais pas forcément très homogène dans l'écriture, dans les visuels, etc. Mais c'est ce qu'on pouvait faire de mieux à ce moment-là, on va dire. Ouais. Mm. Et la deuxième édition, en fait, on a tout refondu. On a eu une écriture plus commune. On a réagencé comment dire, les chapitres pour que l'histoire soit plus fluide. Donc Pablo a fait un énorme travail pour vraiment homogénéiser tous les visuels. Et puis voilà, encore une fois, l'idée, c'est de continuer à parler le mieux possible du Kanban et de l'approche en flux pour que ça se démocratise dans les entreprises. Donc c'est vraiment un travail de cohérence d'ensemble qui a été fait dans cette version évoluée qui est une deuxième version du bouquin. Et c'est marrant parce que quand tu le racontes comme ça, de ce que je comprends, en fait ce bouquin qui apparaît de l'extérieur comme étant un nouveau bouquin, finalement c'est la version 3 C'est la version 4. de version, oui, version 4 Oui. maintenant de l'édition précédente qui se veut Oui, juste plus ouverte finalement c'est ça, sur exactement. tous les domaines qui pourraient se sentir mis de côté lorsque bah, tu as un bouquin qui s'appelle Comment pour l'IT, quoi. Exactement. Donc, c'est Qui super. avait qui n'était pas suffisant. Donc ouais, c'est la suite logique pour en parler le mieux possible. Et je ne pouvais pas le faire seul parce que moi, je ne sais pas écrire un livre de vulgarisation qui touche à la fois, comme on l'a dit avec Pablo, le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est un modèle qui est scientifiquement vrai, mais peu importe. C'est notre modèle à nous. On est bien des deux côtés, Pablo et moi, et donc le mélange des deux, on essaie que ce soit le plus riche possible. Bah, du coup, c'est marrant. Avant de rentrer dans le contenu du livre, justement, si vous êtes si différents, comment s'est passée la collaboration si vous n'avez pas le même mode de fonctionnement? Justement, la première édition, la collaboration n'était pas si simple. Moi, j'apportais l'essentiel du contenu, donc le travail était côté Pablo pour mettre sa patte. La deuxième édition, bah, on a travaillé sur un document commun. On a chacun fait nos réécritures, nos commentaires, jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Et on était assez vite d'accord, hein, parce qu'on est fondamentalement alignés. Même si on n'a pas la même approche, on est fondamentalement alignés. Puis on en a parlé aussi, on a parlé de ce qu'on voulait, de la vision qu'on en avait. Mais notre collaboration, c'était pas la première collaboration, puisqu'on a fait des raids agiles ensemble avec Claude Aubry. On a fait des conférences ensemble sur Kanban. Enfin bref, ça fait quand même quelques années Vous vous connaissez quand même, quoi. qu'on se Ça aide. connaît. Non, mais c'est là aussi où on voit la beauté de la diversité, de la variété pour un projet commun. Ouais, Et c'est là la beauté d'avoir cette capacité à c'est pouvoir l'idée. Ouais. converger. Super. Et du coup, si on arrive sur le vif du sujet, deuxième version du livre, qu'est-ce qui a changé au-delà de la cohérence d'ensemble, hein? J'ai compris que c'était surtout ça le gros du travail. Qu'est-ce qui est notable, disons? Qu'est-ce qui est notable? Bah déjà, on a enlevé certains points qui étaient un petit peu des points satellites, on va dire, du Kanban. Et on a revu évidemment notre position sur le fait d'avoir un tableau physique, hein, parce que il y a le Covid qui est Effectivement. passé par là et le travail hybride. Aujourd'hui, il est clair que c'est un sujet. On préférait tous avoir un tableau physique et de se retrouver ensemble autour, mais c'est plus la réalité du travail. Donc, il a bien fallu évoluer sur ce sujet. Donc, on a revu cette partie-là, qui n'est pas neutre, hein, parce que c'est une vraie question. Pour que ça évolue bien, en fait, on passe finalement au niveau. En gros, avant, le message, c'était de dire bah, c'est le tableau physique qui fait foi. Maintenant, si on veut partager avec des équipes qui sont distantes, on a comment dire, le tableau virtuel qui est là pour faire la synchronisation quelque part. Donc, il y Hmm. avait un double travail qui n'était pas un vrai double travail parce qu'on n'était pas au même niveau de granularité. On n'était pas Ouais. les tâches de l'équipe A visibles des tâches de l'équipe B, mais par contre, c'était les tickets de plus haut niveau qui nous rassemblent, que l'on partageait, on va dire, en virtuel. Maintenant, c'est plus suffisant comme approche, puisque même les équipiers d'une équipe A sont en hybride. Et donc,
Pour que ça fonctionne bien, est-ce qu'on utilise des outils Kanban ou on utilise plutôt des tableaux blancs type Miro Co et puis on fait le tableau, mais on perd toute la partie suivie des métriques. Ah, il y a des choix à faire. On discute pas dans le livre jusqu'à ce niveau de détail, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Ça Euh, mène des questionnements qui sont intéressants parce que j'apprécie le fait que vous ayez appuyé sur les tableaux physiques parce qu'aujourd'hui, les personnes qui l'ont vécu, ça leur manque quand même. Tu Bah vois, même oui, si on a tous, je pense, cette vision qu'on ne peut plus faire autrement maintenant parce que l'hybride amène beaucoup plus de problématiques sur cet angle-là, bah en fait, quand on avait un tableau physique, il y avait beaucoup d'intérêt, c'était contraignant parce que bah, fallait venir. Et on avait de l'espace physique qui amène ces contraintes, mais il y avait beaucoup de points essentiels comme les limites du coup physique qui nous permettaient de faire plein de choses et qui rassemblaient vraiment les gens. On pouvait vraiment se parler, voir, avoir une vision d'ensemble sans avoir le besoin de scroller ou zoomer, dézoomer, etc. Donc j'aime bien ce point-là parce qu'effectivement c'est un impondérable aujourd'hui de par l'époque dans laquelle on est. Mais c'est vrai que quand on peut le faire, néanmoins, je pense que ça a toujours de la valeur. ah bah oui, oui, le message, ça reste quand même c'est tableau physique en premier, et puis si on ne peut pas faire autrement, il faut trouver la meilleure approche hybride possible. Moi, ma sensibilité, ce serait plutôt d'avoir des tableaux Miro, enfin type Miro, où on ne peut pas suivre les métriques, mais les métriques, on les suit à la main, comme on faisait sur les tableaux physiques, plutôt que de privilégier des tableaux type Jira qui, Ce sont des usines à gaz un pas peu le parfois. même, ouais, qui n'apporte pas la même émotion. Si on Bah, peut parler, si on peut parler d'émotion, si on effectivement, peut parler d'émotion. c'est ça. Après, ça reste un outil parmi d'autres, entre guillemets, hein. Enfin, moi, c'est la vision que j'en ai. Je pense juste que des fois, on se perd hein, dans l'outil, dans le comment, plutôt que de se rappeler au départ ce qu'on cherche à faire. Et Ouais, effectivement, de se focaliser sur la métrique plutôt que de se focaliser sur le travail, par exemple, je trouve que c'est quand même dommage. ouais. Puis pour compléter et finir sur ce sujet, il faut rappeler hein, qu'un premier principe, ça reste quand même de visualiser le flux. C'est quand même une vraie question de visualiser le flux, mais par contre, la partie métrique vient après. Parce que déjà, rien, qu'est-ce que ça nous apprend de voir où sont les blocages, où sont les sujets, et de prendre des décisions ensemble, ça reste quand même le principal. Bah, super. Est-ce que, au-delà de la visualisation, il y a autre chose qui est notable en termes de changement? Oui, alors on a mis à jour hein, ce qu'est aujourd'hui le Kanban, dans le sens où les fondamentaux sont toujours les mêmes, mais on a rajouté, sans rentrer dans le détail, parce qu'encore une fois, ça se veut de plus en plus un livre généraliste, comme je l'ai expliqué. Donc on a rajouté les valeurs du Kanban qui n'étaient pas présentes dans les éditions précédentes. En fait, depuis la première édition, qui était vraiment un livre technique, Ouais, ça je me parler rappelle. système, mais pas. Enfin, je racontais quand même une histoire voilà, pour dire qu'il y a quand même des équipes qui le mettent en œuvre. Et comme Euh, quoi, tu disais que tu sais pas raconter des histoires, mais tu avais quand même essayé, tu vois. J'avais essayé, mais ça restait une histoire technique. Et puis, plus ça va, plus effectivement, on met d'humain dedans, et pas seulement dans le livre, mais dans le Kanban. Et donc, il y a les valeurs qui sont arrivées. Et également, de la part de la Kanban University, donc le Kanban Maturity Model, donc le modèle de maturité de Kanban, qui est très très riche. Peut-être trop, mais en tout cas, il y a de la matière. C'est Et sûr. donc, on en parle un petit peu pour dire que, un, ça existe et puis ça a de la valeur, justement pour savoir se situer. En fait, moi, tous les modèles de maturité, moi, je trouve qu'ils ont tous évidemment leurs limites. Ce sont que des modèles, ça on le sait très bien. Ils sont toujours intéressants pour se dire, oui, c'est pas parce que je fais pas parfait que je fais pas bien. C'est-à-dire Tout à que fait. je suis sur un chemin et je progresse. Et je suis, comment dire, là où je peux être aujourd'hui. Je peux peut-être pas mieux. Par contre, ça me rappelle qu'il ne faut pas que je m'arrête, que je sois un statu quo, et donc il faut que je continue de progresser, et ça me donne une cible. Plutôt que se dire, moi, ce que j'ai beaucoup entendu quand j'étais coach Kanban, quand j'intervenais pour faire des audits ou améliorer, en disant, ouais, on dit qu'on fait du Kanban, mais en réalité, c'est du Kanban entre guillemets, c'est pas terrible. Attends, non, tu es là au niveau de maturité, c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien. Par contre, effectivement, ça veut dire que t'arrêtes pas là, quoi. Donc pour moi, le message très important, c'est ça. Et ça renforce l'idée d'amélioration continue, puisque c'est une démarche d'amélioration continue. Et l'idée aussi, bah, le Kanban au niveau des équipes,
très bien. Au niveau d'une chaîne de valeur, très bien. Mais la finalité, c'est que tout ça contribue à la performance d'ensemble de l'entreprise. Et donc, les niveaux de maturité progressent aussi dans la granularité de l'entreprise, même si on parlait déjà de comment portfolio, etc. Mais voilà, tout ça comment dire, se structure de plus en plus. Voilà. Donc on a rajouté le KMM, ça a renforcé l'idée que c'est l'approche en flux pour l'entreprise agile. Et puis on a rajouté des scénarios de transformation. C'était déjà un des apports majeurs, à mon sens, de Pablo sur la première édition, mais on a complété les histoires. Histoires de start-up, de grands groupes, de PME familiales. Et donc voilà. Ouais, super. Bah, je vais revenir un peu sur chacun des aspects parce que justement, c'est des choses que je trouve intéressantes à discuter. Si on repart des valeurs, moi, quand j'avais regardé le sommaire de cette nouvelle version, c'est le premier truc qui m'avait tiqué parce que justement, moi, quand j'ai découvert Kanban avec toi, il y a maintenant un certain temps, je crois qu'on avait parlé la dernière fois d'ailleurs déjà, mais je le rappelle, moi, j'ai toujours eu cette sensibilité sur les gens. Ouais. Quand on parlait d'agilité, ça a toujours été individu, interaction, plus processus et outils. Et puis bah, quand on regarde Kanban tel que c'était présenté avant, c'était très technique, très process, etc. Et je t'avais posé la question qui était, mais du coup, les individus d'interaction, c'est où? Et réponse que tu m'avais donnée à l'époque, mais quand je t'en ai reparlé, tu t'en souvenais plus. Mais tu m'avais dit, en Kanban, ce qui est intéressant, c'est que les individus d'interaction, c'est bien ce que l'on cherche à solliciter, mais pas au début. C'est-à-dire que tu vas travailler sur le processus pour créer les interactions, et c'est aujourd'hui la manière dont je le travaille aussi. Et je trouve par contre que les valeurs qui ont été amenées par Mike Burrows, donc autour de 2013 du coup, ont vraiment eu un impact, moi, dans la manière dont j'appréhende le sujet, et je l'espère un peu plus globalement, parce que ça apporte, comme tu l'as précisé tout à l'heure, une dimension déjà plus globale, pas juste nez dans le guidon à dire voilà, on fait un process pour l'améliorer, mais en fait, on cherche à apporter autre chose, que ce soit niveau individuel en vrai, niveau équipe et niveau entreprise. Comme tu l'as mis probablement dans le bouquin, il y a 9 valeurs. Ouais. 9 valeurs qui sont structurées sous la forme d'agenda, qui pour moi apportent une dimension stratégique, et je crois que la stratégie, c'est un de tes sujets aujourd'hui, que je trouve être intéressant à apporter dans une implémentation Kanban qui n'est pas juste finalement faire ce tableau, visualiser et être la tête dans le guidon. Oui, oui, c'est sûr, hein, le but, c'est pas de faire le tableau pour faire le tableau, hein, c'est comme l'agilité pour l'agilité, tout ça, c'est au service de quelque chose de plus grand. D'où la dimension stratégique ou la dimension valeur. Et donc là, c'est un choix. Alors, juste pour comprendre, hein, moi j'ai une formation d'ingénieur et donc effectivement, c'était plus rassurant quand j'étais jeune de parler de process plus que bien en bon ingénieur. Mais il est évident que tout ça est utilisé par toi, moi, les uns les autres. Donc, il faut que ça marche pour nous globalement et c'est ça le plus important. Pour autant, au-delà de ça, même après des années d'expérience, je reste persuadé que mon approche de coach agile a toujours été de dire, OK, nous, on fait le maximum dans le cadre qu'on nous fixe, parce qu'on n'a pas tous les leviers. Oui, tout à fait. Et donc, dans ce cadre-là, d'ailleurs, c'était le point d'entrée des rétrospectives, hein. On considère qu'on a fait de notre mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut changer dans le cadre pour que ça marche mieux? Et donc, j'ai toujours considéré que il faut qu'on améliore le cadre pour qu'on puisse en faire ce qu'on a fait. Et donc moi, je m'ingénue à travailler, à réfléchir, à proposer le meilleur des cadres. Dans ce cadre-là, il y a la structure organisationnelle, il y a les processus, il y a tout ça. Donc ouais, c'est pour ça que je continue sur ce sujet, mais il est évident que c'est une perspective, c'est celle de Peter Drucker, si je ne dis pas de bêtises, qui disait, voilà, 95%, je ne sais pas d'où il sort ces chiffres, mais de la performance, bah, c'est le système dans lequel on travaille et les gens font du mieux qu'ils peuvent. Bon, je ne suis pas sûr des chiffres ni de la citation, mais je reste sur cette idée-là. C'est qu'une perspective, il y a plusieurs écoles, hein, effectivement, et on est la preuve qu'il y a plusieurs écoles. Maintenant, Tout à fait. si je poursuis cette perspective, et pourquoi je continue, c'est qu'aussi, en fait, moi, les valeurs, je trouve que c'est intéressant pour se dire, est-ce que finalement, ce qu'on va avoir, parce que on va mettre en place un système qui va agir sur le comportement des uns et des autres, se mettre devant un tableau, décider ensemble, c'est un comportement qui va se répéter.
Donc, créer à un moment donné une culture qui s'appuie sur des valeurs. Donc, la question, c'est est-ce que ces valeurs me conviennent, moi, en tant que. Est-ce que l'outil que j'apporte est cohérent avec les valeurs? Donc, moi, pour moi, ça, c'est important. C'était aussi pour ça que je me suis retrouvé dans l'agilité. Après, c'est pas mon point d'entrée. Parce que l'idée, pour moi, est de se dire tout ça est au service d'un produit, d'une organisation, d'une entreprise. Et donc, mettons-nous du point de vue de l'entreprise, et après, on se dit comment on doit s'organiser pour être au service de tout ça. Et il y a des modèles qui existent, et un des modèles sur lequel, enfin, qui structure ma pensée, c'est l'alignement stratégique. C'est-à-dire que dire le point d'entrée, ça reste la stratégie de l'entreprise, parce que là, c'est là où on fait des choix structurants pour se différencier, être meilleur que les concurrents. Et à partir de là, il faut qu'on se mette en ordre de marche pour faire simple. Ça ne veut pas dire que la stratégie est figée, ça c'était l'approche traditionnelle quand les temps étaient stables. Mais on se met en ordre de marche, mais le fait de se mettre en ordre de marche nous confronte à la réalité permet d'alimenter les réflexions stratégiques, de l'adapter, etc. Donc là, il y a une approche agile de la stratégie. Et donc cet alignement stratégique, il commence de la stratégie, ensuite on a toutes les dimensions de l'organisation, le process, les individus, le système de reconnaissance, la structure organisationnelle. Et ce modèle, qui est le modèle de Galbraith, et il y en a d'autres, hein, le modèle 7S enfin bref, de McKinsey & Co., il dit en sortie, c'est un système complexe, et donc on a des propriétés émergentes de ce système complexe. Il y en a deux, principalement, c'est la performance, et le deuxième, c'est la culture. Donc la culture comme étant une propriété émergente. Mais évidemment, on peut travailler sur cette culture avec l'identité organisationnelle. Il y a des choses sur lesquelles on a des leviers, évidemment. Mais moi, je vois ça plutôt comme un résultat que comme un point d'entrée. Donc c'est pour ça que je reste plutôt sur la structure et les process. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que les deux aspects, là tu dis que ça sort du système, il y a un aspect finalement extérieur, performance, donc valeur apportée vers l'extérieur, et culture, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur, dans la manière dont on fait les choses, est-ce que ça donne du sens, est-ce que potentiellement ça engage les gens, et comment est-ce qu'on maintient quelque chose qui est sain à l'intérieur, quoi. Pour synthétiser, les valeurs du Kanban, pour moi, c'est un, voilà vers quoi on veut aller. Est-ce que ces valeurs sont cohérentes avec vos valeurs d'entreprise et d'équipe? Enfin, c'est là, normalement, c'est aligné. Oui, non. Sinon, merci, au revoir, on va essayer autre chose. Et si oui, parfait, on y va. Mais après, mon approche est un peu différente. C'est intéressant parce que justement, si je fais la connexion avec le deuxième sujet que tu as abordé, qui est KMM, Ouais, on en discutait juste avant de démarrer l'enregistrement, KMM apporte encore son lot de valeurs. ouais, Mais l'intérêt quand même de KMM, c'est que ça apporte effectivement un angle de vue qui est plus global pour se dire, en fait, quand tu fais du Kanban, tu peux l'appliquer à différents endroits. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu faisais les niveaux en montant pour ceux qui verront la vidéo. Et qu'effectivement, le KMM est plutôt en descendant, ce qui est assez marrant. Ce que je trouve être plutôt intéressant parce que c'est un niveau de profondeur et ça appuie sur ce que tu disais qui était en vrai, c'est OK, même si vous faites que de la visualisation, vous mettez pas de limite, parce que c'est souvent sur ça que les gens sont critiqués lorsqu'ils font du Kanban et qu'ils mettent des guillemets, comme tu le faisais tout à l'heure. En vrai, c'est OK, parce que c'est le premier niveau, de vous dire que c'est toujours mieux que rien. Et il n'y a ouais, pas d'aspect culpabilisant de ne pas faire autant que la méthode nous dit de le faire. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une démarche qui est intéressante et de donner une perspective, de dire voilà jusqu'où vous pourriez aller, jusqu'à des niveaux de profondeur, donc ça va jusqu'au niveau 6 qui aujourd'hui sont finalement des exceptions, mais des exceptions qui vont au niveau entreprise. Donc c'est bien ce que tu évoques, c'est que KMM met en exergue qu'on pourrait aller beaucoup plus loin ouais, et en mettant en avant l'aspect des pratiques. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu vois une cohérence des pratiques par rapport à un niveau de maturité et une intention organisationnelle derrière. ouais, tout à fait, ouais. Et stratégique d'ailleurs aussi, hein. Et stratégique d'ailleurs. Donc c'est Tout moi à ce que je fait. trouve vraiment intéressant dans la partie KMM en termes d'angle de vue sur Mm. une perspective d'ensemble. Et encore une fois, comme je te rejoins tout à fait, chaque modèle a ses limites. Et puis après, il y a la dimension, quelle est la valeur que ça apporte en réalité. Et puis il y a l'aspect business, hein, qui est un autre sujet. Ouais, ouais, on rentre pas dedans parce que ça, faut C'est bien. normal. Voilà, c'est Ouais, faut bien en vivre. Chacun choisit justement sa stratégie pour en vivre. Ouais, donc quand KMM, Kanban Maturity Model, ouais, je le trouve vraiment assez intéressant pour plusieurs raisons. Un, il a été construit au fur et à mesure des retours d'expérience. c'est vrai.
Une dizaine d'années, Euh, hein, je crois, hein. Ouais, il a mis du temps, et puis au début, ça ne plaît pas comme ça, etc. Bon, et puis il s'appuie sur des modèles de maturité existants, comme le CMMI, et puis d'autres. Et donc, il a essayé de faire des mappings. Bon, le mapping en soi, c'est pas le plus intéressant, mais c'est pour dire que c'est un modèle qui est quand même assez construit, avec des fondamentaux assez, pas théoriques, mais des fondamentaux robustes. Voilà. Et puis, en plus de ça, il a lié cette progression de maturité à la gestion de risque, qui va de fragile à antifragile. Donc, c'est apporter cette notion aussi de gestion de risque liée à notre champ flux. Enfin, donc, c'est très, très riche, comme on a dit. La limite, c'est peut-être trop riche. Si on fait le Hmm. lien avec les valeurs, c'est que bah, on passe de 9 valeurs à, je sais plus, 20 et quelques. Ouais, c'est À un moment donné, bah, il y en a trop, on les regarde plus. Donc, bon. Moi, je disais qu'on remontait, et c'était justement avec Pablo, une des premières discussions. C'est que moi, mon expérience, c'est qu'on me demandait de mettre du Kanban au début au niveau des équipes. Et puis, bah, on mettait le Kanban au niveau des équipes. Puis après, de proche en proche, on arrivait à faire toute la chaîne de valeur. Et puis après, et après moi, j'essayais de monter. Parce que ouais, finalement, fondamentalement, ça, c'est ma perspective, c'est que les méthodes comme Scrum, comme Kanban, sont des méthodes d'amélioration continue, parce que ce sont des méthodes à contrainte. On met une contrainte sur la durée, on met une contrainte sur le nombre, et donc en mettant une contrainte, bah, ça rend visible le problème pour rentrer dans la boîte à chaussures de la contrainte. Et puis quand on n'a plus de problème, bah, on contraint un peu plus pour voir quelle est la prochaine couche de problème à améliorer. Et donc, en mettant du Kanban au niveau des équipes ou de la chaîne de valeur, ça rendait visible le problème que le niveau du dessus, il n'était pas au carré, qu'il fallait faire des choses. Et de proche en proche, enfin de niveau en niveau, on arrivait jusqu'au Kanban portfolio. Ça, en tout cas, c'était mon approche très opérationnelle, alors que bah, Pablo, finalement, lui, partait du Kanban portfolio et déclinait. Donc, on avait les deux approches un petit peu complémentaires. Et il y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est deux approches différentes qui peuvent même peut-être être menées en parallèle. Donc après, moi, KMM, je le lis pas forcément dans un sens ou dans un autre, mais se dire où est-ce qu'on... Hmm. Et si on en parle dans le livre, c'est aussi pour rappeler, comme tu l'as dit, que à la fin, c'est pas qu'un process, une chaîne de valeur, c'est l'entreprise. Ça collait bien avec l'idée de déployer dans toute l'entreprise. ouais, Et c'est quel type d'entreprise? C'est-à-dire, c'est quel type de stratégie qu'on veut servir avec du Kanban? Parce que c'est en fait dans les méthodes, dans les frameworks d'agilité qui veulent se déployer au niveau de l'entreprise, on a complètement perdu de vue l'intention au-delà de l'agilité. Et donc, si on a perdu l'intention, on se dit, bah, finalement, on peut déployer je sais pas, du safe, du less, sans avoir de jugement sur l'un ou l'autre, partout dans tout à fait. l'entreprise. Bah non. À titre d'exemple, voilà, l'entreprise du point de vue du Kanban, c'est une entreprise qui est une stratégie orientée service. On peut proposer des niveaux de service, des classes de service, et une stratégie orientée service n'est pas une stratégie orientée produit, par exemple. Et un framework comme LESS est beaucoup plus adapté à une stratégie orientée produit qui donne une organisation produit qui n'est pas la même qu'une organisation en flux portée par du Kanban. Donc, si on se rappelle de ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir se dire, bah, dans mon entreprise, finalement, quelle est l'intention, quelle est la stratégie dominante et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place de plus adapté. Et donc, ça a fait le lien avec tous les travaux que je mène ces dernières années sur finalement l'agilité entreprise ou plutôt les agilités d'entreprise. Est-ce qu'il y a une organisation agile adaptée dans une entreprise? Et j'en suis arrivé à la notion d'archétype et me dire qu'il n'y a pas un modèle organisationnel adapté dans l'entreprise, il y en a plusieurs et ça dépend de quelle stratégie on veut. Il y en a quatre. Il y a l'organisation produit, hein, le POM, le Product Operating Model. Aujourd'hui, c'est pardon, Rachel Dubois qui en parle très très bien, hein, qui le met très bien, c'est elle qui a le plus d'expérience dans ce domaine-là, en tout cas à l'échelle. On en parle beaucoup. Il y a l'organisation projet euh, dont la communauté agile veut se débarrasser, mais en réalité, c'est une organisation qui a du sens dans certains contextes, Tout à fait. peut-être plus qu'une organisation produit. Il y a l'organisation réseau que tout le monde fantasme et j'ai constaté que peu de gens savaient quoi mettre derrière. Et puis, il y a l'organisation en flux, celle qui nous préoccupe là aujourd'hui, et c'est celle qui est portée par du Kanban.
Donc voilà, KMM, pour encore une fois faire la synthèse, bah, en fait, moi, je trouve très intéressant. Ça nous dit que on peut aller au-delà de l'équipe, aller au-delà de la chaîne de valeur, que tout ça serve l'entreprise dans des contextes particuliers qui sont des stratégies orientées service, avec une certaine forme d'agilité. D'ailleurs, je pourrais te poser la question, qu'est-ce qu'on attendrait d'une organisation en flux en termes d'agilité, pardon. C'est typiquement, alors la réactivité, on comprend, hein, c'est le flux. Je Ouais, dois pouvoir changer de priorité, donc faire le choix d'injecter le bon ticket dans mon système au bon moment. Ça, c'est de la réactivité, mais il y a aussi de la flexibilité en disant, bah, dans un système Kanban, c'est pas un système à une vitesse, c'est un système à plusieurs vitesses, et chaque vitesse, en fait, elle est formalisée par une classe de service. Et donc, je peux changer ça, je peux rajouter des classes de service. Alors, évidemment, ça demande de changer les règles du jeu, mais en fait, ça me permet d'avoir une flexibilité dans mon chaîne. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses derrière. là, je pense qu'on pourrait en discuter. Ce serait un vrai sujet parce que du coup, quand tu me poses la question, les deux sujets qui ont émergé, on rentrera pas dans les détails, mais c'est l'occasion d'alimenter la chose. C'est un, la gestion des interruptions et deux, la gestion à la demande. Parce que du coup, je trouve que l'intérêt d'aller vers une direction en flux plutôt que, tu vois, d'être dans le côté cadencé, trop structuré, c'est que justement, on accepte que la cadence finalement est trop contraignante par rapport à la vitesse des changements qui peuvent arriver. Moi, c'est vraiment les deux aspects qui me paraissent importants, c'est la gestion des interruptions et justement le système à la demande. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il faut quand même une certaine pratique initiale, parce que déjà, de base, arriver à ne serait-ce que gérer les besoins à la demande, gérer les livraisons à la demande, ça nécessite quand même une certaine robustesse du système. Et en plus, gérer les interruptions en continu, ça me paraît pas si évident que ça. Ah ouais, non, mais tout ça, c'est effectivement, ça demande de la maturité, parce que le bon terme, c'est gérer, parce qu'on peut subir. Tout à fait. Ça, c'est très Tout à facile. fait. Est-ce qu'on peut s'en contenter? Bah, nous peut-être, mais les utilisateurs, les clients non. Surtout s'il y a un engagement derrière par rapport à justement au niveau de service attendu, que ce soit en termes de qualité, de délai, de tout. Et donc, il faut passer de subir à gérer. Alors que on n'a pas la main sur l'entrant. C'est toute la difficulté. Soit on en a Tout à fait. trop, soit pas assez. Et justement, le système Kanban, fondamentalement, enfin fondamentalement, doit nous permettre de gérer en partie, de faire le meilleur choix, parce que encore une fois, on n'a pas la main sur tout, donc on n'est pas maître de tout, mais de faire les meilleurs choix pour que, à la fin, les clients soient satisfaits. Mais il n'y a pas un client, il y a plusieurs catégories de clients qui sont représentés par plusieurs niveaux de service différents. Je peux avoir mon client low cost et mon client premium. Et le client premium, il va avoir une réponse dans l'heure où il sera évidemment prioritaire sur quand on va sortir le produit, peu importe. Mais il est prêt à payer plus cher pour avoir un niveau de service qui est adapté à son besoin. Et donc, bah, le Kanban, voilà, on essaye de gérer ça, mais on a toujours une marge de manœuvre dans le sens où notre engagement, il ne peut pas être à 100%. On va avoir justement l'idée que bah, je sais pas, 90% des demandes de ce type-là, on peut les sortir en moins de temps que ça, mais il y a toujours les 10% qui sont des impondérables, quoi. Tu parles d'interruption, je peux avoir effectivement un creux dans les demandes, je peux avoir un blocage dans les fournisseurs, je peux avoir des problématiques de blocage de prod d'urgence qui fait que je ne peux pas faire autrement que gérer. Enfin, donc tout ça, bah, voilà, ça faut qu'on le prenne en ligne de compte. Et le flux essaye de gérer ça au mieux. Ah, super. En tout cas, ça donne des Mais ouais, perspectives. Pardon, tu voulais dire? ouais, gérer ça au mieux, c'est-à-dire à tous les niveaux. Dans le sens où ce qui est différent typiquement dans une organisation produit d'une organisation flux, alors il y a plein de différences, mais je dirais que dans une organisation produit, pardon, ce qui rassemble et ce qui permet de prendre des décisions, on va être autour du backlog. Qu'est-ce que j'ai à faire, prioriser, etc., par rapport à la demande, bon bref. Et évidemment, je retrouve le backlog enfin, pardon, c'est le produit, voilà, et qui se retrouve concrètement dans le backlog. Dans le flux, évidemment, j'ai mon backlog de tout ce qui arrive, mais ce qui m'aide à prendre des décisions,
d'un côté, c'est justement les attentes des clients, la vision du produit. Donc voilà, c'est vraiment autour de ça. Alors que dans le Kanban, c'est mes classes de service. Et ça, en fait, si on s'est mis d'accord sur ces règles qui viennent potentiellement de la stratégie, et puis, bah, on peut les décliner très concrètement et les déléguer surtout très concrètement jusqu'au niveau des équipes, des systèmes, en disant bah, ça veut dire que sur cette colonne-là, j'ai une limite de 5. Voilà, c'est très concret et du coup, bah, les équipes sont très autonomes pour faire les choix. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est un Oui, grand sujet que tu as ouvert. Merci en tout cas pour ça. Le troisième point, c'est justement les scénarios que vous avez rajoutés. ouais. Est-ce qu'il y en a un en particulier sur lequel tu pourrais nous faire un petit teaser qui pour toi justement est peut-être un rajout d'ailleurs? Un des scénarios qu'on a rajouté, justement, c'est un scénario qui met un petit peu en lumière ou qui est associé en tout cas au KMM, au Kanban Maturity Model. Et l'histoire, c'est une scale-up qui veut devenir grande, donc c'est une start-up qui accélère et Ouais. donc évidemment qui doit changer de perspective. Alors dans le détail, je ne me rappelle plus, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Dans une start-up, on peut se poser la question de l'utilisation de Kanban. Parce que dans une startup, on est en recherche d'une stratégie, donc on essaye des choses, on est très opportuniste, on veut des clients, quels qu'ils soient. Après, on voit où est-ce que Tout à fait. l'attraction. Donc, a priori, on n'est pas dans un stade où on va optimiser les process. Oui et non, on ne va pas optimiser le process de delivery, mais il y a une chose qu'on doit faire très très bien, c'est expérimenter et avoir des retours très rapides. Donc en fait, on pourrait mettre du Kanban sur le processus d'expérimentation, voilà, pour diminuer non pas le TTM, le time to market, mais le temps d'apprentissage finalement. Quand on passe de la startup à la scale-up, ça veut dire qu'on a trouvé notre stratégie, le product market fit, le go-to-market, hein, comme on dit, tout ça. Et donc, là, on a notre processus et on doit pouvoir commencer à le structurer. Et la première chose qu'on va structurer, en fait, c'est de passer d'une organisation tech avec l'équipe de dev, etc., Mhm. à finalement une chaîne de valeur où on va commencer par mettre bah, le business, hein, donc la partie product owner, hein, quelque part, le dev, le test, et tout ça on va passer finalement d'un process d'expérimentation à un process de delivery. Et ce process de delivery, en fait, il doit être très très flexible parce que le principe d'une scale-up, c'est qu'on a trouvé la stratégie qui marche à petite échelle, mais il faut l'amener à grande échelle à l'échelle du marché. Ça Ouais. veut dire prendre les parts de marché qu'on veut prendre. Et donc, il faut accompagner la croissance de l'organisation aussi. Donc, il y a les deux aspects. Et donc, bah, en fait, le process qu'on est en train de construire va s'ajuster, va grandir. Et donc, on n'en est pas encore autant de l'efficience, mais de l'efficacité de ce process. Donc, voilà. Et donc ça, c'est quelque Ça chose. répond, mais Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire? Parce que c'est une manière intéressante de euh, guider, j'ai mais j'ai été plus loin que l'histoire qui racontait, mais derrière d'accord. les enjeux de la scale-up, il y a entre autres ça dans l'histoire, il y a effectivement l'idée de mettre la partie business, tech, etc., Ouais. et de faire vivre tout ça. D'accord, bah super. Merci en tout cas pour ces partages-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraîtrait intéressant à ajouter sur déjà la sortie du livre, potentiellement où est-ce qu'on le retrouve et autre chose du coup? Bon, on le retrouve sur les plateformes, hein, c'est sur Duno, Amazon, Fnac, Co. Normalement dans des librairies aussi, quelquefois Ouais, on le trouve physiquement. Ouais, moi ce qui m'importe, c'est ce qu'on s'était dit l'année dernière, hein, c'est que le Kanban, malheureusement, on ne sait pas pourquoi ça se développe pas autant. Peut-être qu'on n'est pas bon au niveau marketing, mais ça se développe pas autant que le potentiel que ça a. tout à fait. Ouais, Et donc, c'est vraiment l'intention, c'est de sortir de l'IT pour l'utiliser dans d'autres contextes de l'entreprise. C'est un vrai outil qu'on doit avoir dans notre boîte à outils de coach agile. Ça, c'est juste une évidence, mais pour moi, on a quand même passé le cap. Ouais, le message au-delà du livre, hein, c'est se dire que ça va bien plus loin que cette histoire de chaîne de valeur.
C'est vraiment au service de l'entreprise, de l'organisation en flux, comme je l'ai évoqué. Et donc, cette histoire d'organisation en flux, c'est vraiment balbutiant. Enfin, il y en a qui existent, qui marchent très bien, mais il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience, alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Dans le KMM, on le retrouve avec, enfin, pardon, dans l'entreprise service planning, qui est l'implémentation de l'organisation en flux de David Anderson. Notamment, on retrouve ces histoires comment dire, de boucles de feedback qu'on retrouve à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on voit bien que les décisions stratégiques sont liées aux décisions opérationnelles, aux décisions de gestion de risque, aux décisions du quotidien des équipes, et tout ça est interconnecté. C'est des systèmes Kanban qui sont à des granularités différentes et qui s'alimentent les uns les autres. Voilà, nous, on va prendre des décisions d'équipe au quotidien dans notre système Kanban, mais tout ça va servir à une chaîne de valeur plus grande si on est dans une entreprise qui n'est pas mono-équipe. Et tout ça va servir à une stratégie plus grande. Et en fait on va avoir ces interconnexions avec des boucles, avec des cadences différentes, hebdomadaires, trimestrielles, et co. Et tout ça construit une organisation donc en flux avec des schémas différents. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que en termes de pattern, Kanban à l'échelle, si on veut parler de ça, en fait, il a plusieurs aspects. Comme je l'ai expliqué un petit peu, passer de l'équipe à la chaîne de valeur, ça c'est une première extension qu'on retrouve dans le KMM. Il y a aussi l'extension verticale qui est de passer d'une chaîne de valeur au Kanban portfolio et de se Ouais. dire que chaque carte du Kanban portfolio, c'est un zoom on peut zoomer. C'était à l'époque Linkit, l'outil de gestion de Kanban qui faisait bien ce zoom-là. Mais on en a un troisième mode de passage à l'échelle qui est moins connu, qui est justement le passage en mode réseau, où on va finalement se connecter à droite à gauche. On peut typiquement avoir une chaîne de valeur qui s'appuie sur des services partagés type comment dire, infra, cybersécu, mais aussi office management pour faire des achats, etc. Et tout ça peut marcher en flux et bien s'organiser et de manière plutôt typée organisation qui se rapproche du réseau. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a plein de réponses aujourd'hui qu'on peut apporter à l'échelle d'une organisation et d'une entreprise. Voilà. Avec le Donc, ça, Kanban. c'est avec le Kanban. C'est ça qui est marrant. Mais sans chercher à en mettre partout. Ouais. Voilà. C'est ça l'idée. Mais c'est ce qui est marrant, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher à en mettre partout, mais ce que moi j'apprécie tout particulièrement dans le Kanban, surtout quand on commence à le passer à l'échelle, c'est qu'en vrai, il suffit de faire du Kanban pour le faire à l'échelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un truc très très gros, global, où on va essayer de penser toute l'organisation. C'est qu'on peut le faire au fur et à mesure avec les mêmes règles. C'est juste Ouais, que ouais. forcément, il y a des boucles de feedback à rajouter, des granularités différentes à gérer, mais au moins ça focalise tout le monde dans la même direction. Donc, Voilà. Et les c'est top. principes sont les mêmes, effectivement, mais après, c'est pas les mêmes difficultés, hein. Si on a ceux qui ont fait du Kanban au niveau d'une équipe et Kanban portfolio, c'est quand même pas les mêmes. C'est les mêmes principes, mais d'un côté, on travaille sur un petit ruisseau, de l'autre, sur un long fleuve tranquille. Et derrière moi, là, le petit fleuve, tu Voilà. vois. Et donc, évidemment, ça peut pas se gérer, ça apporte pas les mêmes difficultés, mais les principes restent fondamentaux, restent les mêmes. Et tout ça Super. est interconnecté. Merci en tout cas, Laurent. Je te propose qu'on arrête par là. Ouais, très bien. Est-ce que tu as une dernière phrase de conclusion? Voilà, pour cet épisode. Bah, en fait, je n'ai pas pensé à la dernière phrase de conclusion. Bah, ça n'aurait pas été aussi marrant si je te l'avais Ouais, c'est sûr. demandé avant. Non, j'ai envie de dire que ma conclusion tout à l'heure, c'était déjà de passer à l'échelle, donc le Kanban à l'échelle. Ça serait qu'on arrive à partager toutes ces expériences pour enrichir justement cet outil. Parce que, comme on l'a dit, il a plein de potentiel. Et donc, il faut que les gens essayent et qu'on partage nos expériences pour savoir faire bien à l'échelle de l'entreprise. Voilà. Bien, merci beaucoup pour cette phrase de conclusion préparée. Et, euh, et si on veut te retrouver quelque part, est-ce qu'il y a des endroits particuliers sur lesquels on peut te contacter ou te suivre? Oui, alors un peu partout. On peut me contacter très facilement sur LinkedIn.
Et puis, pour tout ce qui est réflexion au niveau organisation, j'ai un meet-up, ça s'appelle donc le meet-up réadaptative. Le concept qu'il y a derrière, c'est l'entreprise réadaptative. Je rassemble toutes ces idées, ces échanges, ces podcasts en co sur un espace circle. Pareil, tout ça, on va le retrouver mes différents sites. Voilà, enfin, En tout cas, je mettrai aussi les références de tout ça. voilà, voilà. Donc, Ce serait- meet-up, circle, LinkedIn, c'est une chaîne YouTube. Enfin, il y a beaucoup de choses. on est sûr de te trouver quelque part, en tout cas, c'est Ouais, ça. normalement, c'est assez facile. Du noyauté. C'est ça. Bah, super. Laurent, merci bien. Et puis, bah, à très vite pour une potentielle nouvelle version. Ok, bah écoute, oui, alors ça va attendre quelques 2-3 ans encore. Merci Olivier pour cette opportunité, c'est toujours un plaisir. J'espère que ça va intéresser les auditeurs. Et puis bah voilà, j'espère qu'on va continuer cette discussion pour s'enrichir les uns les autres sur ce vaste sujet. Super. Salut. Allez, ciao.